Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Je pense qu'il faut réussir à prouver que les entreprises dans lesquelles on respecte la diversité, dans lesquelles on respecte les rythmes des équipes, dans lesquelles on travaille vraiment sur tous ces aspects-là. Je pense qu'au final, c'est des entreprises qui sont plus efficaces, qui sont plus efficientes, qui marchent, qui fonctionnent mieux. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, à mon micro de Valeurs agitées, j'accueille l'un des experts de l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de Nicolas Froissart, co-dirigeant du groupe SOS, qui représente plus de 22 000 salariés et 700 établissements qui œuvrent dans le secteur social. Il est aussi Top Voice LinkedIn depuis 2020. Et tout de suite, dans le deuxième épisode, nous allons continuer sur cette même lancée en se posant la question: est-ce que la performance économique et la performance sociale peuvent se conjuguer? Est-ce que le développement économique de l'entreprise est antinomique avec le bien-être de ses salariés? Je vous souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, on entend parler beaucoup de commerce équitable, de développement durable, d'inclusion, par exemple, d'entreprises à mission. Est-ce que tu penses que c'est une forme de mode ou est-ce que tu penses qu'il y a quand même une orientation profonde qui a été prise? Non, je pense qu'il y a une vraie orientation, c'est assez clair. Enfin, après, on n'est pas... Les gens ne sont pas des autruches, pas tous. Je pense que beaucoup qui se cachent la vérité, qui se mettent la tête dans le sable. Non, enfin, je pense qu'on est quand même très nombreux à comprendre qu'il y a quand même des enjeux environnementaux et sociaux qui sont importants, et que notamment la question environnementale. Sur la question sociale, c'est encore un peu plus compliqué, mais en tout cas sur la question environnementale, avec tout ce qui se passe, les sécheresses, les incendies, la question de l'eau, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à comprendre que va falloir bouger, quoi. Enfin, mais c'est des évolutions qui sont très très lentes, quand même, malgré tout, parce que on est sans doute aussi dans quelque chose qui n'est pas encore très mûr d'un point de vue démocratique, et finalement on n'a pas énormément de débats vraiment collectifs sur tout ça. Il y a des élections, notamment l'élection présidentielle tous les 5 ans, mais en dehors de ces périodes électorales, je trouve que il y a peu de débats vraiment collectifs, dans lesquels chacun peut vraiment s'exprimer, s'informer. Moi, je fais partie de ceux qui trouvent que la Convention citoyenne pour le climat était une initiative extraordinaire. Pourquoi ? Parce que des gens climato-sceptiques ont intégré cette convention, et quelques mois après, en pouvant échanger, débattre, en ayant de l'information de qualité, grâce à des scientifiques sérieux qui venaient expliquer la situation, l'état des lieux. C'est comme ça que les gens évoluent, en fait. C'est comme ça que les gens peuvent faire évoluer leur point de vue. Et à la fin de la Convention citoyenne pour le climat, il n'y avait plus du tout de climato-sceptiques. Et ils étaient tous, je crois, plutôt OK sur ce qu'il fallait faire, avec une forme d'exigence importante en termes de propositions, pour vraiment s'attaquer à ce problème environnemental. Et voilà, et moi j'ai fait partie d'une initiative qui s'inspire de la Convention citoyenne pour le climat, qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. On était 300 dirigeants à travailler régulièrement ensemble, à prendre de l'info, parce que les gens souvent considèrent qu'ils savent, mais avant vraiment de bien comprendre la complexité et l'ampleur de ce qui nous attend, il faut quand même passer un peu de temps
euh, avec des scientifiques, et puis pouvoir échanger entre pairs. Enfin, c'est pas quelque chose qui se fait, même si on a l'impression qu'on entend parler tout le temps de la question environnementale. En fait, je trouve que d'avoir des vrais moments où on prend le temps et on est vraiment centré sur cette question-là, et sur la façon dont son entreprise, quand on est dirigeant, impacte l'environnement et la façon dont elle pourrait vraiment se transformer, parfois assez radicalement, pour respecter ces enjeux-là, c'est pas tout à fait la même chose. Donc moi, je plaide effectivement pour des moments comme la Convention citoyenne pour le climat ou la Convention des entreprises pour le climat, et on pourrait l'imaginer sur d'autres sujets, pour que vraiment les citoyens ou les salariés, quand on parle d'entreprise, prennent le temps d'échanger, de débattre, de construire des solutions ensemble. Et je pense que notre société, elle est aussi aujourd'hui très fracturée parce qu'il n'y a pas ces moments-là et que tout va très vite, on prend de l'information dans la tronche en permanence, mais on n'a pas vraiment ces moments-là où on intègre l'information, où on peut échanger avec des gens qui viennent nous la partager, où on peut échanger avec des pairs sur qu'est-ce que je ressens par rapport à ces infos qui sont parfois très, très dures à accepter ou à appréhender, et qu'est-ce que je peux faire pour aller au-delà de la réception de ces informations et comment je transforme ça en action positive. Et c'est quelque chose qui arrive très peu aujourd'hui dans notre société. Donc je trouve qu'on devrait tous, d'un point de vue démocratique, national, mais aussi à l'échelle de nos organisations, de nos entreprises, qu'elles soient de l'ESS ou pas, se poser des vraies questions là-dessus et organiser les choses pour que chacun puisse vraiment appréhender les choses et avoir la possibilité d'être acteur. Parce que c'est toujours mieux d'être acteur. On se sent toujours moins déprimé déjà quand on pense qu'on peut faire des choses, plutôt que effectivement de prendre dans la figure en permanence des informations souvent très, très négatives. Enfin, voilà, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait beaucoup d'angoisse dans nos sociétés. Complètement. Et c'est vrai que tu parlais de la période, des élections présidentielles. Même dans ces moments-là, on n'a pas toujours des débats de fond sur quelle est la société qu'on a envie de construire ensemble. On est souvent, j'allais dire, on entend beaucoup de punchline, ça c'est sûr. On est sur des moments de com', on fait, la promo d'une personne, pas forcément d'un modèle. Donc C'est vrai. c'est vrai que c'est toujours, enfin en tout cas moi c'est toujours une très grande frustration. Et tu parlais de cette convention citoyenne, pour le climat. Je me pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas, organiser, une convention, citoyenne pour le bien-être au travail? Mm, Parce que mm. quand je vois le nombre de personnes qui sont en situation de souffrance, qui sont en difficulté, dans leurs entreprises, d'ailleurs autant les salariés que les entrepreneurs, parce qu'il y a aussi C'est beaucoup vrai. d'entrepreneurs qui souffrent, C'est vrai. je me dis qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire. Là, par exemple, j'ai, publié un post en début de semaine, sur le fait que mon poste est supprimé et donc je suis licenciée, et en fait, il a fait, le buzz, et je ne m'attendais pas du tout à ça. D'autant, un DG, licencié, on s'attend à ce qu'il y ait, plein de haters qui soient très contents qu'un DG soit licencié. Mm. Et en fait, pas du tout. C'est-à-dire que, il y a eu plus de 15 000 likes, des milliers de commentaires, et j'ai eu des centaines de messages privés, de personnes, à la fois dans du soutien, vraiment, donc c'est-à-dire qu'il y a une empathie qui peut se créer, y compris à travers un écran, ce qui est pas forcément, toujours, Mm. si, naturel que ça. Et puis, j'allais dire, c'est bien, on se sent entouré. Par contre, je dirais que la partie qui m'a un peu plus, percutée, troublée même, et attristée, c'est, le nombre de personnes qui m'écrivent, qui sont, eux-mêmes en difficulté, qui sont eux-mêmes en souffrance, qui ont Oui. eux-mêmes vécu, des périodes de chômage, parfois, très longues. Oui. Et c'est vrai que, on peut se sentir des fois un peu démuni quand Bien on sûr. voit tout ça, et on se dit: «Bon, comment moi je peux agir à ma place, pour, réussir à donner, de l'espoir, à donner envie, à donner, aussi des trucs et des astuces très concrètes, hein, Mm, sur, mm. comment on se réintègre, dans le monde du travail, comment on candidate, comment, Mm. j'allais dire même en amont, comment on trouve, l'environnement, professionnel, dans lequel on peut, largement s'épanouir, Oui. justement en alignant, ses valeurs personnelles sur celles de l'entreprise, et puis, au-delà des valeurs, j'allais dire les intégrer, les incarner dans le Mm. quotidien.
C'est vrai que je vois beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans ces réflexions-là et qui, vivent mal le monde du travail d'aujourd'hui. Je ne sais pas quel regard, toi, tu portes sur ce monde du travail d'aujourd'hui? Est-ce que tu le trouves, suffisamment, stimulant, protecteur, durable? Non, on peut toujours s'améliorer. Après, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de dirigeants qui ont conscience de ça et qui font les efforts pour organiser les choses et que ce soit plus facile à vivre, la vie au travail, pour eux et pour leurs équipes. Hem, Parce que ça passe souvent effectivement par le dirigeant. Donc, moi j'ai l'impression effectivement qu'il faut que les entrepreneurs, les dirigeants, quitte à se faire parfois accompagner, travaillent aussi sur elles, sur eux. Parce qu'un dirigeant qui va pas bien, qui a pas géré, des problématiques qui peuvent être, les siennes, bah, ça peut effectivement impacter toute l'entreprise et tous les salariés. Donc il y a cette responsabilité, je pense aussi quand on est dirigeant, d'être sûr qu'on n'est pas quelque part, je sais pas si c'est le bon mot, mais nocif pour ses collaborateurs et ses collaboratrices. Après, on sait Bien que c'est sûr. difficile, hein, particulièrement en ce moment avec un contexte qu'on évoquait un peu tout à l'heure, dont tu parlais, avec l'inflation, avec, enfin, il y a plein de choses qui font que c'est extrêmement compliqué d'être dirigeant, entrepreneur, particulièrement d'une petite entreprise aujourd'hui. Ça dépend des secteurs d'activité, mais on sait qu'il y a des secteurs qui souffrent. La question environnementale, climatique, qui rajoute encore quelque chose, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont déjà ou qui vont être très impactées et qui doivent se réinventer. Donc c'est clairement pas évident, mais c'est justement quand c'est pas évident qu'il faut aussi prendre le temps pour poser les choses, voir aussi s'il y a des choses qu'on doit peut-être mieux gérer dans ce qu'on est en tant qu'entrepreneur et finalement en tant qu'être humain. Et donc, il n'y a pas de honte parfois à se faire aussi, à se faire aider ou à se faire accompagner. Mmh. Euh, Ça, c'est quelque chose notamment qui, parfois encore, notamment chez les hommes, est un peu compliqué. Et donc, voilà, on parlera peut-être effectivement de la question de l'égalité des femmes-hommes et aussi de la façon dont les hommes peuvent jouer un rôle sur cette question-là et au-delà. Mais je pense que les hommes entrepreneurs ont aussi des questions à se poser et il n'y a pas de honte, oui, à se faire aider parfois. Et ça, c'est encore des choses. Ça progresse, mais c'est lent aussi. Oui, oui, complètement. Alors, tu sais que je suis, moi, formée au coaching depuis, Oui, 2009, hein, donc à l'époque, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui, ouais, c'est clair. et en plus j'étais dans le secteur public, donc on en parlait encore moins. Ouais, Hem Et c'est vrai que, j'ai plus accompagné, bénévolement, hein, de femmes que d'hommes, parce que, le fait de demander de l'aide, parfois, est plus aisé, pour les femmes que pour les hommes et je pense que là, ça rejoint un peu quelque part une question de culture, sociétale où on est sur, déjà le sachant est valorisé, et le non sachant, ou on va dire le plus vulnérable, ouais, est plus stigmatisé. Donc c'est vrai qu'il est plus facile de dire, en tant que dirigeant, «Je sais où on va et je vais vous y mener», que de dire, «Bah, en fait, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'être mm, accompagné». Ça c'est certain. Et c'est vrai que, les femmes, elles, je pense, peut-être sont habituées à demander de l'aide parce mm, qu'elles ont aussi, une charge, une responsabilité qui est tellement, importante dans la vie, aussi personnelle que, régulièrement, elles peuvent être amenées à demander de l'aide. Et ça, je oui. pense qu'il y a une forme de quelque part d'habitude qui se crée. Peut-être, hein, c'est une hypothèse, je ne Oui, sais oui, et pas puis ce que les tu en hommes se penses? sont beaucoup construits sur cette notion de virilité, effectivement, et pour être un homme viril, voilà, on a besoin de personne, il faut se débrouiller tout seul, on ne doit pas effectivement demander d'aide, et voilà, je pense que c'est un modèle aussi masculin qui écarte un peu ce type de soutien et qui pourtant est parfois extrêmement important, ne serait-ce que parfois pour regarder un peu les choses différemment, faire un pas de côté. Et voilà, et je pense que ça évolue un peu, mais ça pourrait aller plus vite. Alors, selon toi, comment on pourrait, concrètement,
accélérer en fait cette prise de conscience, alors pas uniquement des hommes, hein, je parlais au sens large, Oui, bien sûr. de l'importance du bien-être au travail, de l'importance d'avoir des salariés épanouis dans les entreprises, l'importance d'investir dans l'accompagnement managérial, dans du coaching, du mentoring, etc. Je pense qu'il faut réussir à prouver que les entreprises dans lesquelles on respecte la diversité, dans lesquelles on respecte les rythmes des équipes, dans lesquelles on travaille vraiment sur tous ces aspects-là. Je pense qu'au final, c'est des entreprises qui sont plus efficaces, qui sont plus efficientes, qui marchent, qui fonctionnent mieux. Donc, moi, j'aurais tendance à dire il faut mettre en avant davantage les entreprises justement qui ont adopté ce type de fonctionnement et montrer à quel point, peut-être pas tout sur le court terme, mais sur le moyen ou long terme, je suis convaincu qu'elles sont plus performantes, si on peut dire, que leurs concurrents qui feraient n'importe quoi sur la question des ressources humaines. Et voilà, et oui, je pense qu'une entreprise qui a de la diversité, qui a vraiment structurellement réfléchi à la question de la place des femmes et de toutes les formes de diversité, elle ressemble davantage à la société et du coup, elle sera plus à l'écoute des besoins des clients, et elle y répondra mieux. Donc ça, il faut creuser ces aspects-là. Il faut qu'il y ait peut-être davantage d'études là-dessus, que les médias aussi spécialisés dans les entreprises, dans la sphère économique ou dans la gestion des ressources humaines, mettre davantage en avant ce type de réussite. Je pense encore une fois, on en parlait tout à l'heure, on a besoin de modèles, on a besoin de s'inspirer. Et aujourd'hui, il y a plein d'entrepreneurs qui réfléchissent vraiment à ça et qui proposent des formes de gouvernance, des formes des modes de travail qui réinventent un peu tout ça, où je pense que c'est plus facile pour les équipes, les salariés de trouver leur place. Et moi, ça m'intéresse de voir effectivement d'un point de vue même purement performance économique, comment ça se passe et est-ce qu'elles sont effectivement plus performantes que leurs concurrents. Et je pense que oui. Alors je suis intimement convaincue comme toi que la performance économique et la performance sociale peuvent tout à fait se conjuguer et j'allais dire même la performance sociale peut même servir à la performance économique et réciproquement. Je crois aussi que c'est important de pouvoir, lorsqu'il y a justement une belle performance économique, bah, qu'elle puisse aussi servir ses salariés. Et c'est vrai que je trouve peu d'études ou peu Mm. de prise de parole forte en ce sens, heu, à part les entreprises à mission. Depuis la loi Pacte de 2019, c'est vrai qu'on a un certain nombre d'entreprises à mission qui se Oui. développent et à Niort, nous avons le président donc Aymeric Jacquia, donc de la CAMIF qui justement est aussi le président de ce mouvement. Et j'en suis ravie. J'espère d'ailleurs un jour avoir l'occasion de pouvoir l'accueillir aussi à mon micro, parce que je pense qu'il y a un mouvement intéressant qui peut être vraiment devenir un modèle, en fait. Oui, J'y crois vraiment. tout à fait. Donc bon, voilà. On ne sait jamais s'il m'écoute. Mm. L'invitation est lancée. Et voilà, Emery, si jamais tu nous entends, tu es le bienvenu à mon micro de Valeurs Agitées. Et sans attendre, nous allons passer au 3e épisode avec Nicolas Froissart pour justement approfondir notre connaissance du groupe SOS, qui a lui-même une mission inscrite dans son ADN, puisqu'il œuvre pour l'économie sociale et solidaire. Donc je vous dis à tout de suite sur ce 3e épisode. Vous avez aimé cet épisode ? Abonnez-vous à la newsletter Valeurs Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro 1 du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.